Non, c'est vrai. On n'a pas l'habitude. C'est torride. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais faire la présentation, Yannick, si ça vous dérange pas. Je vous en prie, au contraire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Comte, je suis la directrice du musée de la Bresse. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous voir aussi nombreux pour une conférence quand même avec un sujet un peu particulier pour les non-initiés au monde de l'archéologie et des musées. Je vais prendre la parole très brièvement pour présenter nos intervenants et puis pour remercier aussi certaines personnes. Mais je vais peut-être laisser la parole à un des administrateurs de l'écomusée qui, avant de vous parler de la conférence, doit vous délivrer un petit message. Guy, je te laisse la parole. Merci Madame la directrice. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes nombreux, je suis Guy Thiebaud, administrateur de l'écomusée. Vous allez assister donc à un échange, un débat. Vous participerez aussi à un débat entre des spécialistes de la conservation du patrimoine. Et mon propos liminaire n'est pas forcément hors propos, puisque moi aussi, je vais vous inviter à participer à la conservation de notre patrimoine dans notre château. Vous avez pu constater qu'actuellement, nous sommes en grands travaux, et en particulier concernant la grille d'honneur, qui n'existe plus physiquement sur le terrain, mais qui est en train d'être restaurée. Et c'est bien pourquoi, et je pense qu'on l'a distribué aussi, nous avons organisé, sous l'égide de la Fondation du patrimoine, une souscription populaire de façon à nous aider à payer, allez, soyons vulgaires, payer effectivement au moins partie des travaux concernant cette grille. Alors, pour ça c'est très simple, et sachez que tous les petits dons, plus ils sont nombreux, font les grosses subventions, aux souscriptions, et que concernant celle-ci, vous avez soit le format papier, soit alors plus simplement directement sur Internet, sur le site de la Fondation du patrimoine. Là, sachez que nous voilà à la fin de l'année, ceux qui veulent encore déduire de leurs impôts peuvent le faire, puisque vous aurez 66% d'avoir fiscal concernant ce don, quel qu'il soit. En tout cas, merci d'y penser, si ce n'est déjà fait. Et vous aurez l'occasion, je pense, début de l'année prochaine, à être accueillis avec une belle grille au fronton restauré, doré. Et merci en attendant. Merci. Donc, comme le vient de le dire Guy, on se retrouve aujourd'hui pour un débat un peu particulier et j'ai juste la charge de vous présenter les intervenants. Est-il besoin de le présenter? Donc Dominique Rivière, ouais. est nécessaire. Qui revient à l'écomusée, voilà, il est toujours bienvenu. Donc conservateur de l'écomusée de la Bresse pendant 35 ans, je crois, à peu près, il me semble. Voilà. Je vous présente le deuxième intervenant de la soirée, Sébastien Chevrier, qui est archéologue à l'INRAP. Avec qui nous avons eu l'occasion de beaucoup travailler ces derniers temps, notamment sur le projet d'exposition temporaire que vous avez pu voir là, juste avant au rez-de-chaussée. Et puis sachez également que l'INRAP a été notre partenaire lors de la fête de la science qui s'est déroulée toute cette semaine. Et grâce à eux, on a pu accueillir pas moins de 300 scolaires pour leur présenter justement les métiers de l'archéologie, les métiers du patrimoine, les métiers des musées. Donc je tiens à remercier votre structure, vos collègues qui sont intervenus et vous pour ce partenariat. Et puis, comme j'en suis dans les remerciements, je voudrais aussi remercier Yannick Briez, ici présent, de Radio Bresse, qui est un journaliste émérite et qui va nous aider en fait à animer ce débat, parce que je crois que l'animation de débat, c'est quand même quelque chose de... Voilà, c'est un métier que nous n'avions pas en interne à l'écomusée, donc c'est pour ça que nous l'avions invité, et je vous remercie d'être présent et de nous aider à animer cette conférence. Et puis, dernier remerciement, je voudrais aussi remercier bien sûr tous mes collègues, et particulièrement Jonathan Marchal ici présent et Dorothée Royaux, qui ont été les organisateurs à la fois de l'exposition, vous le savez, mais aussi de cette conférence. Les membres sont ici présents, c'est grâce à eux. Puis un petit remerciement aussi à Jonathan, mais là en tant que blogueur, puisque Jonathan est un blogueur qui partage son savoir sur l'archéologie et les musées via Internet. Et grâce à lui, sachez que la conférence d'aujourd'hui est retranscrite en live sur son réseau social. Donc merci Jonathan pour ça. Donc voilà, je crois que les présentations sont faites. Je laisse la parole à Yannick et je vous dis à tout à l'heure. Entendu. Merci, bonsoir à tous.
Je trouvais intéressant et important de rappeler le sujet de cette conférence, débat de ce soir. L'objet à l'étude, regard croisé entre un archéologue et un conservateur. L'archéologue Sébastien Chevrier et donc le conservateur Dominique Rivière. Comme béotien, je me suis dit il pouvait y avoir une question technique tout de suite qui ferait rentrer très vite dans le vif du sujet. Je me suis dit aussi qu'il pouvait y avoir une question un peu plus affective. J'avais envie de la poser à Dominique Rivière pour que vous puissiez en profiter également. C'est Dominique, quel est ton objet préféré? C'est un petit peu la question bateau, mais quand même, c'est une entrée en matière qui nous amène tout de suite sur un côté peut-être affectif qui est intéressant. C'est une question piège. On m'a déjà posée il y a 3 semaines sur FR3. Alors je vais essayer de faire la même réponse. Parce que c'est très compliqué de dire. J'allais dire c'est le prochain que je vais collecter. Mais enfin, comme je n'en collecte plus, ce serait difficile. Il y a à l'écomusée un ensemble de 3 objets dans l'atelier de Sabotier. Alors les ateliers de Sabotier, même dans les musées d'ethnographie, ça a mauvaise réputation, parce qu'il doit y en avoir une trentaine en France. Donc j'ai souvent eu cette réflexion de la direction des musées de France, qui me disait « Ah, encore un atelier de Sabotier ?» Je répondais « Ben oui, mais celui-là, il est exceptionnel, précisément. Parce qu'il possède un objet que quasiment aucun autre atelier de sabotier dans les musées de France possède, c'est le catalogue du sabotier. Le catalogue du sabotier, c'est un petit objet en bois comme ça qui tient dans la main, sur lequel il y a 12 exemples de sculptures qu'un sabotier pouvait faire à la demande pour les petites jeunes filles qui voulaient des sabots du dimanche pour agrémenter ce sabot de sortie. Et il est accompagné, c'est le catalogue de sabotiers de la famille Antoinet de Juifs. Ils ont été sabotiers pendant au moins 5 générations, jusqu'au dernier, qui est mort il y a très peu de temps, Paul, il y a 2-3 ans. Et les sabots sont ceux de ma grand-mère paternelle, qui devait jouer au foot à l'époque, puisque ces 2 sabots gauche, je pense que les 2 sabots droits ont disparu depuis longtemps, et sur lequel il y a effectivement les sculptures qui sont présentées et qu'elle a choisies dans les années 1905 ou 7 dans cet atelier sabotier Antoinet à Juif. Merci Dominique pour cette introduction. Donc effectivement, je suis arrivé avec mes gros sabots, vous avez su rebondir sur cette question. Bien là à votre esprit. Une question à vous, Sébastien Chevrier, sur vous, c'est particulier parce que vous allez chercher les objets, quitte à creuser la terre. On m'a dit que vous aviez des talents même pour manipuler une pelleteuse, un bulldozer. Il faut imaginer ça aussi. L'archéologie, c'est aussi cela. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'objet archéologique? Parce que j'ai entendu parler aussi de mobilier, d'assemblage. En fait, la notion d'objet qui paraît un petit peu comme ça facile, elle nécessite d'être précisée. Oui, elle nécessite d'être précisée dans le cadre de l'archéologie pour bien savoir de quoi on parle, et puis parce qu'après, à partir de la découverte de ces objets, vont découler toutes les études derrière, leur classification, leur inventaire, etc. etc. Donc du coup, pour mettre quelques définitions donc, en avant, déjà, l'archéologie, c'est l'étude des civilisations humaines d'après l'analyse des traces qu'ils ont laissées, de leurs vestiges. Et alors après, on s'interroge sur qu'est-ce qu'un vestige. Alors on a plusieurs types de vestiges sur les fouilles que l'on mène. Je caricature un petit peu. Il y a les vestiges qui sont construits, donc les restes de murs, les restes de fossés, les restes d'habitats, etc., de tombes. Il y a les vestiges qui ont été fabriqués par l'homme, ce qu'on appelle nous les artefacts. C'est de ça dont on parle ce soir. Et il y a les vestiges naturels. Donc les vestiges naturels sont les graines, les morceaux de bois, etc., tout ce qui n'est pas fabriqué par l'homme, mais qui est un témoin de son activité. Donc voilà les 3 types de vestiges, construits, fabriqués et naturels.
quand on réalise une fouille archéologique, nous, à l'INRAP, on fait de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on intervient avant la destruction d'un lieu par des travaux d'aménagement. On est mandaté par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour détecter ou fouiller des vestiges avant leur destruction. Donc il faut vous imaginer un chantier de fouille qui dure, suivant les résultats, suivant ce qui est trouvé, d'un mois à un an, 2 ans. Quand on repart, il reste un trou. Si le chantier est bien mené, quand l'archéologue et son équipe repartent, il ne reste plus qu'un cratère, hein, avec quelques murs, etc. C'est-à-dire que tous les objets ont été prélevés. Et avant, il faut mener toutes les études nécessaires à la compréhension dans le contexte. Donc du coup, déjà parmi ces vestiges, quand on a la combinaison de ces vestiges, leur présence, quand on a des vestiges construits, plus des vestiges fabriqués, plus des vestiges naturels, multiplie nos chances d'arriver au plus près de la réalité, de ce qui s'est passé sur les lieux que nous devons étudier. Ensuite, il y a une autre notion, c'est la notion d'abandon des objets, l'abandon des vestiges. Dans quelles conditions ils ont été abandonnés? Il y a l'abandon forcé, donc les gens ont dû partir, les populations ont dû abandonner l'endroit, ils n'ont pas eu le temps d'emmener tous les objets qui étaient présents. Alors ça, pour l'archéologue, c'est une aubaine, puisque du coup, voilà, les objets n'ont pas été prélevés, nettoyés. Il y a l'abandon volontaire, donc les gens ont laissé le lieu sur lequel nous allons arriver par la suite, ont abandonné leur maison, elle a commencé à se détruire, ils ont tout lessivé, il ne reste que leurs déchets, c'est l'essentiel de nos découvertes. Et du coup, il y a également l'abandon programmé. Programmé dans le cadre d'une tombe, par exemple. Ou alors, dans le cadre d'une tombe, une partie des objets des vivants vont être sélectionnés, vont être mis à l'écart du monde des vivants pour donner aux morts. Donc c'est la combinaison un petit peu de ces 3 types de vestiges et de ces 3 types d'abandon qui va... On n'entend pas? C'est la combinaison... C'est la combinaison de ces 3 types d'abandon et de ces 3 types de vestiges, s'ils sont tous présents ou quels sont ceux qui sont mis en avant, qui va dicter la précision sur laquelle on va pouvoir travailler et reconstituer l'histoire de ce qui s'est passé. Je peux vous demander, à partir de quelle date peut-on considérer que c'est de l'archéologie? Occupation humaine. L'archéologie, c'est l'étude des populations humaines. Avant, c'est la paléontologie. Il y a un gros hiatus entre les deux. Nous n'intervenons, nous sauvegardons et nous ne travaillons que sur du patrimoine humain, des traces de vestiges de populations anciennes. Et le plus près dans le temps par rapport à nous, ça peut être quoi pour vous? Ça peut être qu'on a des collègues qui vont avec les gendarmes faire des investigations sur des scènes de crime. Voilà, donc tout à fait récent. Oui. Avec des techniques proches des vôtres. Ce sont nous qui enseignons nos techniques aux gendarmes pour éviter de faire des dégâts, et puis parce que la plupart de... Alors, c'est pareil, hein, qu'est-ce qu'un archéologue? Donc moi je suis archéologue, ça ne veut rien dire, c'est un terme générique, je travaille avec une multitude de collègues, et du coup on a des anthropologues à l'INRAP, donc des gens qui sont spécialistes des tombes. On a tellement l'habitude de fouiller, de découvrir des tombes, puisqu'on sort autant d'habitats que de tombes, puisque avant le monde chrétien, les tombes étaient la plupart du temps à proximité des maisons. Et du coup, on sait détecter un creusement récent, on sait détecter des textures de terre qui sont différentes et voir où il y a un endroit qui a été remanié. Et on a les techniques pour trouver des squelettes sans les abîmer, puisqu'ils vont nous servir derrière à une analyse. Donc du coup, on a des collègues qui vont former les gendarmes actuellement, donc on est sur du très récent. Et ça vous oblige, vu que vous laissez un trou, à avoir un comptage, un inventaire très fin de l'ensemble. Vous ne pouvez pas faire une exception. Tout peut être parlant plus tard. Oui, alors on peut... Alors sur le terrain, on ne fait pas de tri. On prélève tous les artefacts, donc les objets fabriqués, plus tous les objets, donc tous les vestiges naturels, pour nous donner un maximum de chance derrière lors de la phase d'analyse, parce qu'en fait, il faut bien imaginer qu'un chantier, il y a une phase de terrain qui est la fouille, et puis on récolte énormément d'informations pendant cette phase de terrain, parce que tous les objets sont dans un contexte que l'on étudie directement sur le terrain, les objets dans la tombe, avec le squelette, comment est disposé le squelette, etc., comment la tombe a été agencée. Tout
Tout ça, on prend des photos, on fait des inventaires. Les objets, le début de la traçabilité des objets commence à ce moment-là. Ça, c'est très important, la traçabilité des objets, c'est-à-dire tel objet est sorti de la tombe numéro tant, on met l'objet dans un sac, il est à tel endroit du squelette, il a tel numéro, et son numéro, il ne le perdra pas, jusqu'à ce qu'on lui donne un numéro officiel de l'État. Du coup, tous ces objets-là sont prélevés, emmenés en salle d'études, en laboratoire, distribués aux différents spécialistes qui composent l'équipe. Et derrière commence un gros travail, c'est le travail d'étude en fait, on fait parler les objets. Voilà, alors on va y venir Ouais. progressivement. On a déjà une vision des premiers coups de pelle et de leurs conséquences. On a entendu parler de la traçabilité, Dominique Rivière. C'est aussi un sujet qui s'est posé à vous avec l'arrivée des objets très vite. Il a fallu les inventorier, leur donner un nom, un numéro. Vous avez eu la chance d'inventorier, de répertorier l'objet number one, le numéro 1. Vous pouvez nous en parler ? Voilà. Avant, je voulais juste faire une petite incise sur ce qu'a dit mon collègue. Peut-être c'est l'occasion de dire un mot sur l'archéologie industrielle, qui est une branche scientifique assez récente des musées. L'écomusée de la Bresse participe à cette branche scientifique, puisque elle a pour objet, l'archéologie industrielle, l'étude, l'inventaire, la mise en valeur, la préservation de sites et d'installations mécaniques, aussi bien dans les domaines de l'artisanat, de l'industrie, des transports, des mines, des ouvrages hydrauliques, et j'en passe, des chemins de fer, bien sûr. C'est une discipline qui est née récente, puisqu'elle est née en Angleterre dans les années 1940, autour d'une vallée, la vallée de la Severn, et autour d'un très grand site industriel qui est l'Iron Bridge, le pont de fer, un pont de fonte, qui a été le premier grand pont qui a été construit au XIXe siècle, 60 mètres de long en fonte, 30 mètres de hauteur. J'ai eu le privilège d'y aller en stage. Donc c'est dans le Shropshire, c'est-à-dire que c'est au nord Dominique, ça nous éloigne de la Bresse, est de Londres, près du Pays de Galles. Ramenez-nous en Bresse. Donc ça existe en France depuis les années 60, 78 même, avec le CILAC, le Comité d'information de liaison pour l'archéologie, l'étude, la mise en valeur du patrimoine industriel. Et ça existe aussi en Bourgogne, et on a été une des parties prenantes dans ce projet grâce à un de nos sites qui est le musée de l'imprimerie à Loumont, et qui est typique de l'archéologie industrielle. Et L'archéologie industrielle ressemble Ouais. un peu à l'archéologie classique. Oui, on va y venir sur la nécessité de collecter La chaque façon d'inventorier. chaque Ouais. objet. Alors le premier, je reviens à la Alors, question. nous sommes en 1981, lors des premiers pas évidemment de l'écomusée de la Bresse. À l'époque, je travaillais donc avec Michel Nola et Marie-Odile de Barry, qui étaient mes collègues de l'époque. Michel était directrice, Marie-Odile la muséographe, et moi j'étais chargé de recherche et de collectage des objets déjà à l'époque. Nous avions monté donc la première exposition de l'écomusée, c'était l'été 1981. On était en préfiguration, l'écomusée n'existait pas encore, puisque sa date officielle d'existence, c'est octobre 81. Et dès ce moment-là, évidemment, lorsqu'il s'est agi de monter cette première exposition, les gens ont commencé à apporter des objets. Alors, on a pris des objets dans notre entourage, évidemment, et puis des familles de Pierre de Bresse sont venues avec. Alors, le premier objet, je crois qu'il y a une photo d'ailleurs, mais qui a dû être rangée dans la première catégorie. Voilà, 81-1-1. Le bébé 81-1-1, c'est ça. Ça s'appelle un égouttoir à fromage, dite faisselle.
il y a toujours un côté affectif et très symbolique quand on ouvre un musée, finalement. Pourquoi cet égouttoir à fromage faisselle qui n'est même pas Bressan? J'étais pas très content de devoir l'inscrire à l'inventaire. Mais c'est tout simplement parce que c'était celui de la maman de Marie-Odile de Barry, Madame Augusta Cornet, qui habitait Chagny. Alors la réplique a été immédiate, c'est-à-dire je suis allé voir ma grand-mère, qui m'a donné le 81-2-1, qui est juste après, qui est, ça c'est, voilà, la jatte à crème, la trappe, comme on appelait ça, on mettait le fromage blanc, on retirait la crème. Donc, qui est une terre cuite fabriquée en Bresse et qui vient de Juifs d'ailleurs. À ce stade, les chiffres qu'on a vus à un moment Alors, donné en haut à ouais. gauche, explicitez-les-nous. Alors ça, c'est l'inventaire qui est reconnu dans les musées et qui est différent de l'inventaire des archéologues. Nous, dans les musées, et on faisait ça déjà depuis très longtemps, parce que vous savez que l'histoire même institutionnelle des musées, elle est un peu compliquée, elle s'inscrit dans le temps. Moi, quand je suis devenu conservateur, les musées, il n'y avait pas de loi sur les musées. Hein. Il y avait une ordonnance provisoire du 13 juillet 1945 qui s'appliquait au musée de Beaux-Arts, les autres n'existaient pas, et qui concernait les conservateurs et les gardiens. Point final, il n'y avait pas d'autre personnel dans les musées. Ce qui était le cas dans beaucoup d'ailleurs. Et il a fallu attendre quand même 2002 hein, pour sortir la loi. Mais la loi a repris ce classement que nous avions empiriquement mis en place dans à peu près tous les musées. Moi j'ai appris ce classement quand j'étais stagiaire au musée dauphinois à Grenoble, qui correspond. Premier chiffre, c'est l'année de collectage. 1981. Voilà, 81, c'est pour l'année de collectage. Le deuxième chiffre, c'est pour le donateur, c'est-à-dire le premier objet d'une série. Moi, je préfère dire le donateur, c'est la première personne qui a donné. Donc, c'est la première personne qui a donné en 81, et c'est le premier objet qu'il a donné. 81, 1, 1. Si elle en avait donné 25, ce serait 81, 1, 25. Pour le 25. On va aller vers l'archéologue. Je vais me permettre quelque chose, si vous voulez bien, parce que vous m'avez montré, Dominique. Voici, hein, alors vous voyez, c'est un tableau Excel préhistorique. Voilà. C'est le seul document officiel qui a eu cours dans les musées jusque, je crois, au 31 décembre 2007. Les pleins et les déliés, c'est vous? Voilà. Alors, les plats et les déliés, pour une grande partie, sont dus à Bénédicte Ladvig, qui est dans la salle, et qu'on peut remercier, parce qu'elle l'a rempli pendant une trentaine d'années, pas loin, ou en tout cas, elle a rempli une trentaine d'années de donations, je précise, dans cet inventaire officiel des musées. Vous savez que ces inventaires étaient distribués parcimonieusement par la direction des musées de France, c'est-à-dire que chaque fois qu'on avait fini un, il fallait prouver qu'on l'avait fini, et il fallait écrire à Madame la directrice ou à Monsieur le directeur pour en avoir un deuxième. Oui, parce que tout ça, ça nous amènera vers une question après, Voilà. tout à l'heure, du statut de l'objet. Sébastien Chevrier, l'inventaire, vous m'expliquiez, quand vous trouvez par exemple des fragments de poterie, vous en avez plusieurs milliers, ils doivent être tous inventoriés. Ouais, tous les objets vont être inventoriés. Alors ça, je vais donner la parole à mon collègue qui est ici, qui s'occupe justement de ça. Emmanuel Laborier. Emmanuel, ouais, mais dès la fouille, suivant, alors c'est empirique, et puis l'archéologue qui dirige la fouille peut établir un système d'enregistrement à sa guise, du moment qu'il soit rigoureux. Dès la fouille, on s'assure que l'objet ne sera pas détaché de son contexte. On pourra reparler du contexte de l'objet tout à l'heure, d'ailleurs c'est intéressant pour la muséabilité des objets, mais on s'assure que l'objet ne soit pas détaché de son contexte, parce que le contexte c'est l'information initiale, d'où il vient. Par contre, du coup, après en rentrant en laboratoire, en salle d'étude, l'objet a toujours son contexte, de manière à ce que le céramologue sache de quel fossé ça vient. Et ensuite, on va entamer un processus d'identification de l'objet que je vais laisser décrire par Emmanuel.
Voilà. Emmanuel Laborier, donc vous êtes gestionnaire de collection à l'INRAP, cet Institut national de recherche archéologique préventive dont on a parlé au tout début. Moi, je suis à la fois l'accompagnant et la bête noire de mes collègues, puisque j'ai la charge de les aider dans ce catalogage de leurs découvertes, mais aussi de leur faire appliquer, de nous faire appliquer collectivement le protocole que le service régional de l'archéologie, donc le service de l'État qui nous autorise et qui supervise nos interventions, donc nous demande d'appliquer dans le cadre de l'archivage de nos données. Parce que ce qu'on n'ose pas dire, mais pourtant Sébastien l'a très bien illustré avec ce trou à la fin de la fouille, c'est que l'archéologue détruit l'objet de son étude. Il le détruit sur le terrain en fouillant les couches, en creusant, en enlevant les vestiges. Et l'archéologie préventive, c'est la conservation par l'étude de ces sites archéologiques que nous sommes amenés à étudier. Donc en fait, on a indirectement, après cette phase très joyeuse, sauf un petit peu comme aujourd'hui, mais de la découverte, ce côté, voilà, on ne sait pas ce qu'on va trouver, ou très peu, et puis le chantier avance, les éléments s'accumulent, mais à la fin, on va devoir transmettre tout ça. Donc l'archéologue, lui, il enregistre des lieux de découverte, une couche archéologique, une structure archéologique qui ont un numéro, mais surtout quand tout ça arrive dans nos locaux à Dijon, il y a des opérations, comme on dit, des fouilles, des diagnostics de toute la Bourgogne, voire au-delà dans certains cas. Il faut qu'on s'y retrouve. Pour Pierre de Bresse, on doit avoir pas moins d'une douzaine d'interventions en 5 ans, donc si on met Pierre de Bresse couche 2, moi ça ne me suffit pas. Donc il faut très vite qu'on ait des informations, et c'est pas si éloigné malgré l'impression qu'a Dominique de ces problématiques, puisque nous on ne va pas parler de donateurs ou de collections, mais on va parler d'opérations archéologiques. Donc petit à petit, c'est des étiquettes qui vont préciser ces informations avec d'abord la couche archéologique, et puis petit à petit on va donner un numéro de lot, parce qu'effectivement on ne va pas numéroter chacun des tessons de céramique trouvés dans la même couche. Par contre, on ne mélangera pas de couches pour garder l'information scientifique pour les interprétations du site après étude entre l'archéologue et les spécialistes qui vont intervenir sur les objets. D'accord. Vous avez aussi un rôle important, on en parlera tout à l'heure, Emmanuel Laborier, c'est un peu l'interface éventuellement entre le conservateur d'un musée et l'INRAP, ce fonds de collection d'objets multiples. Sébastien Chevrier, quand il s'agit donc de, on va dire, répertorier tout cela, il y a une particularité, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous entrez dans une nomenclature, l'INRAP n'est pas civil, mais vous êtes, à partir de 2001, vous avez déjà toute une nomenclature à respecter. Oui, il y a une loi sur l'archéologie qui structure l'archéologie, qui structure aussi l'opérateur qui est l'INRAP, qui était le seul opérateur public un certain temps, et plus depuis que l'archéologie est ouverte à la concurrence. Donc un certain nombre de lois ont été promulguées à partir de 2001, des lois sur le fonctionnement de l'archéologie en France, qui est le seul système au monde où ça se passe comme ça. C'est récent, 2001. 2001, c'est très récent, ouais. Donc il y a une association qui existait avant. L'INRAP s'est basé sur l'expérience de l'AFAN, qui était l'association qui était un type de structure de type associatif, qui gérait les fouilles préventives avant l'existence de l'INRAP, mais de manière moins structurée. Et donc du coup, avec la transition vers l'INRAP, un institut national public et l'ouverture à la concurrence, en fait là les services de l'État ont vraiment structuré et légiféré à la fois sur la façon de faire de l'archéologie et sur les biens matériels que nous sortons régulièrement. Un mot qui me surprend, concurrence. Ouais. Avec qui? Avec des boîtes privées, des boîtes qui font de l'archéologie et donc avec un but lucratif. Le Titanic par exemple? Alors le Titanic, c'était les premiers qui ont fait ça, c'était des gens de l'université de Brest. Donc ça restait dans le giron public, mais oui, l'archéologie, alors ça peut surprendre, nous ça nous a beaucoup surpris évidemment, parce qu'on était l'opérateur public, c'est ouvert à concurrence, donc avec un but lucratif, donc, et tout ce que ça implique derrière. Voilà, alors on est obligé d'avancer dans ce débat, on va voir tous ces objets, ils sont collectés, inventoriés, mais c'est pour qu'on les fasse parler, on va en parler, puis qu'on puisse les présenter, les valoriser. Dominique Rivière, vous avez dû constituer des collections avec tous ces objets, au-delà des chiffres, il fallait aussi les catégoriser. Alors,
Merci pour le micro. Et vous les avez catégorisés selon des colonnes. Il y a des catégories qu'il a fallu inventer ou reprendre. Bon, on a mis en place dès 1981, du fait qu'on a commencé à inventorier les objets alors qu'on ne le pensait pas, voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc on a défini, je crois que c'est 8 colonnes, oui, comme on dit, des 8 typologies d'objets. Bien évidemment, comme on est sur un territoire rural, on a parlé, la première typologie, c'était les outils agricoles et les accessoires qui sont liés. Alors je crois qu'il y a un objet par catégorie. C'est la ligne suivante. Normalement, tu as un dossier dans les collections. Les collections. Voilà. Ici, ça. Non, c'est juste après. Un objet affreux. Voilà. Vous savez ce que c'est, ça? Des dents d'ours. C'est des grosses dents d'ours. C'est une entrave. Alors à Louan, on appelle ça un traîneau, à Pierre de Bresse, un taleux. Hein, c'est un objet qu'on mettait au cou des vaches pour les empêcher de courir. Et autant que ça puisse paraître étonnant, c'est un objet récent. Parce que, vous voyez, comme ils sont usés. Ils sont usés comme ça parce qu'en fait, ils traînent sur le macadam des routes. Et ça date de l'époque où les pauvres vaches ont commencé à être très embêtées par les voitures. Il y avait de plus en plus de voitures sur les routes et nos agriculteurs continuaient à passer les vaches de la cour de ferme dans les différents prés et les voitures les faisaient courir. Donc pour ralentir les vaches, on leur mettait ça qui leur tapait allègrement dans les genoux quand ça ne rabotait pas la route. Voilà. Donc c'est une belle histoire aussi celle-ci parce que ces types d'objets, ils sont tous passés au feu. Et je suis allé chercher ça un jour dans une ferme où on m'avait invité pour me donner beaucoup plus de matériel. Et comme je ne voulais pas décevoir les gens à qui je disais non, parce qu'on a déjà les 3 charrues, on a déjà la faucheuse que vous voulez donner et tout, j'ai avisé cet objet-là en disant mais ça par exemple c'est extraordinaire et on n'a pas. Les gens ont dit mais ça ne va pas, qu'est-ce que je ne voulais pas emmener ça? Ah si, et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs exposés dans la salle permanente du premier étage. Et ça ne vous a pas trop posé de problème de lui trouver une catégorie, hein, à cet Ben, objet-ci? c'est un accessoire agricole, etc. Donc d'autres catégories, il y en a 8 Oui, enfin, les éléments de construction, ça a toujours été très important chez nous. On a toujours eu le souci, en étant un musée de territoire, en fait, de s'intéresser certes aux objets d'intérieur, mais aussi à tout ce qu'il y avait en extérieur. Et il nous est arrivé de repérer, bien évidemment, des objets en extérieur et d'attendre patiemment qu'ils rentrent au musée. Ça, par exemple, c'est un épi de fêtage. Il était sur la tour de Louan, la tour du Pressing. C'est pas la tour à Boussuche, c'est pas chez toi, c'est l'autre, c'est la Saint-Paul, c'est ça? Et quand le Pressing est parti, ben moi j'ai récupéré l'épi de fêtage. Voilà. C'est un coq de Bresse, bien évidemment. Éléments de construction. Les mobiliers et objets domestiques sont très nombreux là, évidemment. Et on a déjà vu les faisselles, etc. Mais ça va jusqu'aux grands meubles, aux armoires. On voit là une armoire récente. Il y en a une quarantaine en collection, j'ai l'impression maintenant. On a un peu fait le tour de la question. Les outils d'artisans et commerçants, alors ça c'est très vaste aussi. Parce que c'est tous les outils. Ça c'est un chariot de tuilier dans une usine de tuiles à ciel assez récente où on emmenait des tuiles mécaniques, vous voyez, de l'atelier de moulage au four. Donc on s'est donné un sujet assez vaste ici parce qu'on s'est dit il y a toutes les activités rurales possibles à mettre là-dedans, sachant qu'il y avait quand même un point très original et c'était tout ce qui concerne les chaisiers, où là c'est vraiment une spécialité nationale en Bresse. Il y a 3 endroits à peu près en France où on fait des chaises et c'était, d'après Kenneth Hudson,
qui est l'inventeur de l'archéologie industrielle d'ailleurs, il l'avait inscrit dans son inventaire européen des musées techniques et industriels. Hein, c'est le seul cas de musée des chaisiers chez nous, en France. Et peut-être en Europe. Avançons dans les Pièces de catégories. costumes et accessoires. Là aussi, c'est très large et on se donnait toute liberté. Voilà une petite coiffe bressane, une coiffe de dame qu'on trouve au sud de Montpont-en-Bresse. C'est ce qu'on appelle une coiffette. Ça se met derrière la tête et pas au-dessus, mais sous le chapeau bressan. Les papiers, documents et photographies. Voilà une très belle affiche. Et là, on sort du contexte bresso-bressan dans le sens où il n'a jamais été question de ne prendre que des objets fabriqués en Bresse. On a pris aussi beaucoup d'objets utilisés en Bresse, c'est le cas de tous les objets de métier par exemple, mais on s'est révélé dans les années qui ont suivi, parce qu'à partir de 85, je crois, par la rencontre d'un collectionneur extraordinaire, il collectionnait les affiches de cinéma et qui m'a donné, ou vendu à des prix défiant de concurrence, toutes les affiches qu'il pouvait collecter en même temps sur l'agriculture et qui étaient très, très nombreuses à l'époque et qui permettaient de pallier un problème qu'on avait. On pensait qu'on n'aurait jamais d'œuvres d'art, qu'on n'aurait jamais de tableaux dans ce musée rural s'intéressant à un territoire précis. Donc on a collecté comme ça plus de 600 affiches, ce qui fait que c'est une collection très importante au niveau national et qui a donné lieu à plusieurs expositions itinérantes qui ont voyagé dans beaucoup de musées français et même en Belgique. Donc beaucoup là, je crois que c'est plus de 9000 aujourd'hui documents écrits de toutes sortes. On avait les accessoires divers. Autre Et catégorie. c'est devenu très rapidement et religion, parce qu'on s'est aperçu qu'on a collecté beaucoup de choses qui avaient rapport à ce sujet. Là, on y a mis un instrument de musique, c'est les fameuses cornemuses bressanes qu'on appelle ici des musettes. Quand vous lisez un vieux texte avec une musette, c'est une cornemuse. Je ne raconterai pas son histoire, mais elle a une histoire assez extraordinaire. Et puis enfin, on avait une catégorie géologie et archéologie. Ça c'est plutôt géol parce que c'est une carotte de sondage. Vous savez, on a cherché du pétrole en Bresse dans les années 1950, on en a trouvé un tout petit peu d'ailleurs. Et pour chercher, on faisait des carottes de sondage. Là où tu habites, il y a du pétrole, Yannick. Oui, et il y a eu effectivement des prospections dans les années 80 quand je suis arrivé Ils en sont Bresse, revenus. qui sont revenus, disons, il y a du pétrole, mais pas suffisamment pour être exploité. Merci Dominique pour ces Alors tout catégories. ça n'était pas immuable, Oui, encore un petit mot, Oui. parce qu'on a élargi ensuite en fonction des donations qu'on a pu avoir, et en particulier on a introduit une rubrique objets d'art, qui doit être à 400 ou 500 objets actuellement, à mesure qu'on a collecté des peintures ou des sculptures, des tableaux qui venaient la plupart du temps d'artistes locaux, sachant que je les orientais davantage sur le musée municipal de Louan, mais qu'un certain nombre, parce que ils étaient assez singuliers, c'est de l'art singulier pour beaucoup, c'est-à-dire que ça échappe aux arts classiques de la création, qui sont plutôt l'apanage du musée municipal, musée des Beaux-Arts de Louan. Alors Dominique, ce que vous avez fait, en même temps que vous nous avez présenté ces catégories, c'est que vous nous avez aidé à interpréter ces objets, à les comprendre. Sébastien Chevrier, vous, quand vous trouvez un objet, il y a tout un travail derrière qui se fait dans le laboratoire, avec des collègues qui connaissent le contexte naturel que vous avez évoqué, d'autres contextes, et qui vont les faire parler, ces objets. Ça, c'est un élément très important d'après vous. Oui, en fait, l'objet, on dit qu'un objet archéologique a 5 vies. Il a
la vie de sa fabrication, lorsqu'il a été fabriqué par les gens qui l'ont utilisé. Il a sa vie, le temps d'usage, d'utilisation. Il a le temps de l'abandon, de la perte. Et ensuite, il a une nouvelle vie quand un chantier de fouille a lieu quelque part, donc c'est le temps de la découverte. Et derrière, le temps du coup de la mise en musée, de la conservation. Donc nous, les objets, pour nous archéologues, quelle est la valeur d'un objet en fait? Pour nous archéologues, la valeur d'un objet, en fait, elle se situe dans le degré, la précision de l'information qu'il va nous apporter. C'est pas pécunier, ça se calcule pas comme ça. Donc du coup, effectivement, une fois qu'on a trouvé ces objets qui s'étaient contextualisés dans un lieu de fouille, dans une maison, une ancienne église, une tombe, etc. Moi, quand je rentre au laboratoire avec mes collègues, tous les objets, je distribue chaque matière à chaque collègue de chaque période, c'est-à-dire que celui qui étudie la céramique de l'âge du bronze n'est pas le même que celui qui étudie la céramique de l'Antiquité. Donc on distribue le travail, il se passe comme ça un certain temps d'attente où tout le monde s'affaire sur ces objets. Comme le disait Manu, on a plein de chantiers en même temps, donc du coup il faut attendre un petit peu. Et au bout d'un moment, en fait, tout ce travail est mis en commun, remis en commun, avec ce que moi j'ai pu analyser de la fouille, du contexte global, aidé par des géo-archéologues, etc. Et puis chaque lot d'objets, chaque matière d'objet qui a été utilisée est étudiée par mes collègues. Et eux, en fait, leur but, c'est de faire parler ces objets-là. Alors, les faire parler dans leur fonction, les faire parler dans leur datation, ce qui m'intéresse moi principalement, les faire parler dans le statut qui révèle des gens qui habitaient tel lieu ou qui étaient enterrés à tel et tel endroit. En fait, on va tout de suite leur donner une notion, quand ces objets sortent, ils ont une notion immédiate de patrimoine, nous avons la charge d'en prendre soin, et par contre, avant de les rendre au musée ou dans un centre régional, Manu y reviendra, avant de les rendre, il faut qu'on les comprenne. Il faut qu'on les comprenne et il faut qu'ils nous parlent parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, à la fin d'un chantier, il reste un cratère. C'est une conservation par l'étude que nous faisons, c'est-à-dire qu'en exhumant tous les objets de la manière la plus rigoureuse possible, nous enregistrons leur contexte et nous essayons de retracer l'histoire de ce qui s'est passé. Après, il ne reste plus rien, sauf les objets qu'on a et le rapport scientifique de fouille que je vais élaborer avec mes collègues. Le bouquin, les photos, les dessins des objets, il ne restera que ça du site. Et après, les objets, quand ça se déroule bien, bon ici c'est pas un musée d'archéologie, mais normalement sont censés après échouer dans le musée du lieu le plus proche de la découverte. Mais c'est plus compliqué que ça. Ouais. À partir de quand s'arrête le rôle de l'archéologue par rapport aux objets qu'il a découverts? À partir de quand il considère que sa mission a été accomplie? Alors on garde les objets 2 ans, c'est ça? Le temps du rapport. Ouais, le temps du rapport. En fait, moi je mène la fouille, évidemment avec plein d'autres collègues, hein, pas seul. On réalise la fouille. Une fois qu'on sort du terrain, on libère le terrain. On a des contraintes sur le terrain évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé, mais une fouille préventive, c'est-à-dire une fouille avant destruction, c'est que derrière il y a un projet d'aménagement et c'est les aménageurs qui payent la fouille, il faut le savoir. Donc, ils sont plutôt pressés en général? Ils aiment bien. Alors déjà, quand on leur dit qu'avant de faire leur projet, il faut qu'il y ait le temps d'une fouille et qu'après on leur dit par contre c'est vous qui payez, ouais, ils sont pressés, puis ils ont, en général, alors ça se passe plutôt bien parce qu'on a une grosse communication avec eux, mais bon, il faut qu'on tienne les délais, il faut qu'on tienne le budget. Donc ça c'est une grosse contrainte aussi, hein. Comme disait Manu tout à l'heure, quand il fait ce temps-là, et on fouille quand même, hein, donc du coup on a des abris, des trucs comme ça, mais la fouille doit se dérouler, on a des petites marges mais assez peu. Donc du coup, le temps de la fouille se fait. Une fois qu'on rentre en laboratoire, donc je distribue à mes collègues qui vont m'aider à faire parler les objets. Une fois qu'on a terminé, on finalise le rapport, qui sera le document officiel qui rendra compte de la fouille. Et à partir de ce moment-là, donc c'est là qu'intervient Manu, enfin bien avant, souvent d'ailleurs, parce qu'il sait qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur ces inventaires-là, c'est pour ça qu'on a fait appel à lui. Donc du coup, à partir du moment où on finalise le rapport, nos numéros à nous, qu'on avait depuis le terrain, se transforment en numéros d'état. C'est ça, Manu? Et là, je laisse la collection à Manu qui fait le lien. Déjà, pour faire le lien avec ce que dit Sébastien, Dominique nous parle plutôt de fonction d'objets dans sa classification, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Sébastien parle de matière. Parce que nous, nos objets, c'est quand même d'abord des fragments.
des fragments qui sont trouvés dans la terre qui ne sont pas tout de suite identifiables. Donc leur repérage, ça va être, et c'est la codification que nous demandent les services de l'État, c'est une répartition par matériaux. Mais c'est aussi une question de conservation. On n'a pas la même fragilité avec les fragments d'un récipient en verre, avec peu de chance des objets en bois, qu'avec un morceau d'amphore, une céramique ou un morceau de meule en granit. Donc les catégories de l'archéologue vont d'abord être des catégories de matériaux. Donc on va voir la grande famille des céramiques, c'est déjà un petit peu une fonction, c'est tout ce qui est effectivement récipient en argile. On va avoir le verre, on va avoir le métal avec très vite les classifications, fer, alliage cuivreux, plomb, etc. On va avoir de temps en temps des matériaux organiques, souvent du bois, éventuellement du cuir, des éléments végétaux. On va mettre de côté aussi tout ce qui est matériaux de construction, parce qu'effectivement, on ne va pas ranger nos petits fragments d'un récipient avec des gros morceaux de briques et de tuiles. Dans la pierre, on va distinguer les objets, donc ce qui va être lithique. Ça peut être des meules, ça peut être évidemment pour la préhistoire tout l'outillage silex, mais on utilise des outils en pierre, des polissoirs pendant très longtemps, des silex aussi d'ailleurs, mais pour d'autres fonctions. Et puis on va avoir ce qui est sculpture, ce qui va être architecture. Il y en a quelques-uns dans la dernière opération de Pierre de Brest, c'est bien, ça tient de la place, c'est lourd. On va avoir tout ce qui va être aussi les objets, on va dire globalement matière dure animale, hein. Il n'y a pas colosse. Il y a les bois de cervidés, de rennes suivant les périodes, des choses comme ça. Donc que dans l'Antiquité, enfin les collègues qui travaillent sur l'Antiquité vont parler de tabletterie, mais plus largement on va parler de l'industrie osseuse. Et puis on va avoir dans les éléments plus naturels la faune, au sens de tous les restes osseux des animaux consommés, et puis tous les restes humains. Donc du squelette à peu près complet aux petites miettes liées à une crémation. Mais tout ça doit se ranger dans ces différentes catégories. Je suis en train de me demander si j'en oublie, mais je ne crois pas. Donc nous aussi, on a notre tableau, on a nos grandes familles et tout ça. Il y a toujours des composites, parce qu'il y a des objets en fer et bois de serre, par exemple. Une chance si on a un couteau avec son manche. Alors que je pense que 99,9% des objets de Dominique sont composites, ou presque. On va en parler céramique quand même, et encore. Nous, voilà, l'aspect fragmentaire et les différences de conservation, tout ce qui va être périssable, organique, dans les 3/4 du temps, va disparaître. C'est que des conditions assez exceptionnelles, et c'est arrivé à Pierre de Brest, où on a fini avec une échelle en bois de l'âge du bronze, donc ça, c'était quand même la belle découverte. Et pour que tout ça ne se mélange pas, on ne peut pas laisser les archéologues faire chacun leur inventaire. Donc effectivement, la législation nationale, à travers les services de l'État en région, les services de l'archéologie, nous donne des protocoles. Et là, depuis 2016, on attend l'évolution d'un protocole national. Autant dire que la chose est simple, puisque ça va, le ministère y travaille. C'est pas facile d'essayer de penser à toutes les catégories, toutes les solutions, etc. Et puis, il ne faudrait pas que l'objet numéro 1 de la fouille de Pierre de Brest de 2014 se mélange avec l'objet numéro 1 de la fouille de Pierre de Brest de 2020 ou l'objet numéro 1 du diagnostic de Pierre de Brest de 2018. Donc, effectivement, on a une codification qui a évolué d'ailleurs depuis 2005. On avance en marchant, comme on dit. Mais à l'époque, pour qu'il y ait pas de doublon, on nous demandait évidemment une lettre par rapport à ces catégories matières. Donc, tiens, on peut mettre une petite... N'ayez pas peur, c'est Halloween, je vais vous montrer un inventaire. C'est comme ça que je fais fuir mes collègues. Donc ça va être C, et puis on nous demandait d'utiliser le numéro INSEE de la commune. Attention, un numéro INSEE, c'est pas un code postal, hein. Mais voilà, parce que chaque commune, en principe, a un numéro INSEE unique. Depuis 10 ans, avec les regroupements de communes, ça devient compliqué. Et puis après, on est autorisé par l'État pour ces interventions. Donc il y a une autorisation de fouille. Donc par exemple, voilà, c'est 71 351, c'est le numéro INSEE de Pierre de Brest, tout le monde sait ça ici, on ne doute pas. 2014 103, c'est l'arrêté de désignation, l'autorisation de fouille qu'a reçu Sébastien quand il a dirigé la fouille ici il y a quelques temps. Et puis après, on retrouve cette unité stratigraphique, hein, cette couche archéologique qui intéresse l'archéologue dès la découverte. Et puis il y aura des numéros complémentaires, et puis on va voir la grande catégorie céramique. Là, c'est un inventaire technique, hein, donc il n'y a pas tout le descriptif. Et puis on va compter, on va peser, parce qu'il va falloir dire combien
Si demain on toque à la porte ici en disant on vous amène les 152 caisses de la fouille de 2014, on va dire mais alors quel poids, quel volume, parce que si on met ça au grenier, il ne faut pas que ça se retrouve au premier étage, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a le nombre de fragments, le poids, et puis la caisse dans laquelle on range, parce que bah oui, quand il y a une caisse, deux caisses, trois caisses, ça va, mais quand il y en a 50, 100, 215, il faut s'y retrouver aussi. Donc c'est ce qui fait qu'on ne doit perdre rien et ne rien mélanger. Alors, Si tout va pendant bien. que vous avez le micro, j'ai une question pour vous, Emmanuel Laborier. La question était générale dans mon esprit au départ, c'est quand et comment l'archéologue et éventuellement le conservateur dialoguent. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas d'espace a priori de dialogue préétabli. L'archéologue fait son travail, le conservateur fait le sien, mais vous êtes un peu à l'interface. À un moment donné, vous avez parlé de peser pour savoir si ça pouvait être exposé, etc. Comment s'articule ce dialogue éventuellement? Alors déjà, quand ils sont curieux tous les deux, ils n'ont pas besoin de moi, hein, comme ici, mais parce qu'effectivement, l'archéologue va peut-être un peu aller voir le musée près de la fouille, voir s'il n'y a pas des objets archéologiques. Puis le conservateur, il va aller voir ce qui potentiellement est peut-être une nouvelle collection qui pourrait rentrer ou un sujet d'exposition. Bon, ça, c'est pour l'échange intellectuel, humain, scientifique. Mais effectivement, si tout d'un coup, Sébastien me dit, bah, tiens, on prépare une exposition à Pierre de Bresse, je dis, mais ton rapport est rendu? Ben, pas tout à fait. Je dis, non, mais c'est possible. Alors, on passe à chaque fois par un intermédiaire qui sont plutôt les services de l'État, entre autres le service régional de l'archéologie, qui nous contrôle, nous supervise. On a un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, et en région, c'est le service régional de l'archéologie. Il y a d'autres qui ont la conservation des musées, enfin le service des musées, donc voilà, chacun le sien. Ils causent entre eux à la DRAC, mais voilà, nous on se cause entre nous ici. Et donc, la première question, ça va être qu'est-ce que tu penses exposer? Quelle thématique? Et là, il va me dire, bah, à l'échelle de l'âge du bronze, j'aimerais bien. Je dis, mais attention, ton échelle, elle est en bois. Ça fait 2 ans qu'on la conserve dans une cuve spéciale qui baigne dans l'eau. Ça va bien, mais on ne va pas pouvoir la sortir et la mettre pendant 6 mois dans une vitrine, à Pierre de Bresse ou ailleurs, il n'y a pas de souci, et pouvoir la récupérer en bon état à la fin. Et il n'y avait pas que pour l'exposition, mais on avait prévu, quand on a un objet, par exemple, en matière organique comme ça, il faut un traitement spécial. Mais en même temps, il me dit, oui, mais il y a des sépultures, là, on a des épingles en bronze. Et donc, ils ont fait attention, hein, ils n'ont pas brossé de la même façon que les céramiques, ils n'ont pas laissé tremper dans l'eau non plus, mais du coup, il reste des sédiments, c'est un peu oxydé. Donc, on va avoir des interventions à programmer pour que ces objets soient conservés sur le temps le plus long possible, mais aussi exposables de la meilleure manière qui soit. Donc là, mon relais, c'est d'aller chercher des conservateurs restaurateurs, pas ceux des musées, mais ceux qui travaillent aussi avec les musées, des laboratoires qui, eux, utilisent souvent des techniques chimiques, entre autres, pour des nettoyages, pour des préparations qui vont faire que l'objet sera mieux compréhensible, nettoyé, bien lisible, mais aussi quelque part un peu plus solide. Et donc, pour ne pas vous mentir, l'échelle de Pierre de Bresse, elle a quand même fini dans un centre d'énergie atomique à Grenoble avec un traitement nucléaire, avec une polymérisation de produits chimiques. Et du coup, on pouvait la poser sur la vitrine faite à sa mesure au musée, et je pense que vous l'avez tous vu, j'espère. Un objet sur lequel on reviendra avec vous, Sébastien Chevalier. Et surtout, on pourra la ressortir et la conserver pour d'autres études, mais aussi pour d'autres présentations. Parce que nos 2 sujets, c'est pouvoir, nous, au sens de la collectivité archéologique, revenir sur les objets que l'on découvre, mais aussi les présenter autant que faire cela. Voilà, présenter, c'est le rôle du conservateur, Dominique, avec donc peut-être, on peut dire, 2 types de présentations, si on doit en dégager 2. Les expositions permanentes, c'est un peu la ligne éditoriale de l'écomusée, et puis les expositions temporaires qui permettent par contre de montrer un objet comme cette fameuse échelle très ancienne. C'est sur ces 2 tableaux que vous pouvez jouer. Oui, il y a aussi des publications, mais en règle générale, dans nos musées, il y a une exposition, des galeries d'exposition permanentes qui sont vraiment en symbiose, on va dire, avec le territoire, hein, que ce soit une galerie. Comme nous sommes dans un écomusée, nous présentons aussi les milieux naturels. Donc,
milieu naturel, histoire de ce territoire dans ses grandes étapes. On a appelé ça aussi aspect de la vie traditionnelle à un moment, c'est-à-dire que ça fait référence aux activités que nous avions déjà repérées sur le territoire. C'est la grande salle du premier étage, mais qui, dans une prospection dynamique, était aussi notre programme d'intervention sur l'ensemble du territoire de la Bresse, parce que c'est aussi ça la faculté qu'ont les écomusées de traiter de l'ensemble d'un territoire. C'est-à-dire dans les vitrines qui sont ici, c'est comme un résumé, une découverte, une proposition de tout un territoire, et qui après se concrétise sur le terrain par un musée de l'agriculture à Saint-Jean-du-Bois ou un musée de l'eau à Montgey. Oui, un territoire qui se connaît est un territoire qui se reconnaît. Hein, les Bressans qui redécouvrent leur identité. Moi, j'ai découvert ça en arrivant, une Bresse bourguignonne, finalement, qui le fameux effet miroir voilà, des écomusées. Qui devenait visible. C'est-à-dire qu'on s'introspecte et après on retourne le miroir. Voilà. Alors, comment le public peut avoir accès à autant d'informations? On a vu, il y a quand même énormément de choses qui se font en amont pour qu'il ait l'essentiel. On met dans une vitrine, etc. La valorisation aujourd'hui, entre 81 et aujourd'hui, je suppose que la différence est énorme. Ben, il y a des évolutions techniques, on voit ça, qui sont... Je ne sais pas si ce micro, il augmente le son, oui. D'accord. Donc, il y a eu des évolutions techniques, effectivement, avec... ce musée a été créé il y a bien que 40 ans. Donc, dès le début, il a fait appel à l'audiovisuel. Alors, de façon dépassée aujourd'hui, certes, puisqu'on avait de grands montages en fondu enchaîné, des grands montages diapositifs qui étaient superbes, d'ailleurs, qu'on serait, je crois, incapable de refaire aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'on n'a plus le matériel, ou quelqu'un comme notre ami photographe qui est là, peut-être. Donc, ce qui permettait de jouer sur plusieurs médiums. Et tout ça, bien sûr, a évolué. Avec les montages audiovisuels, les montages de diapos sont devenus des montages faisant appel à des vidéos, puis maintenant à des techniques plus sophistiquées, expliquant, illustrant ces objets, essayant de les remettre dans leur contexte. Pour beaucoup, c'était encore du vivant, parce qu'on avait devant nous les acteurs, les transmetteurs de savoir-faire, ceux qui savaient faire du fromage avec la jatte ou pailler la chaise qui était exposée. Alors ça, évidemment, on s'éloigne de plus en plus. On a pris soin, tant qu'on a pu, de les enregistrer. Il y a des banques son importantes dans le musée. Ils ont été filmés aussi, sans doute pas assez, par faute de moyens. Et se pose aussi aujourd'hui autant que la préservation des objets eux-mêmes, autant la préservation de toute la documentation qui les a accompagnés et qui les a expliqués. Hein, c'est-à-dire que on se pose cette question dans tous les musées aujourd'hui, mais beaucoup dans les musées de notre type en particulier, parce que si je prends par exemple les vieux films qu'on a pu collecter ou qu'on a pu tourner, on est passé du Super 8 au 18 mm, et puis après on a eu au niveau des cassettes, on avait de l'U-matic, on a eu du Betacam, on a eu du VHS, du SVHS, et tout ça on l'a passé en DVD, et aujourd'hui se pose le problème de savoir ce qu'on va en faire et comment le conserver le mieux. Et on voit bien que toutes ces techniques, on en arrive à bout très rapidement. C'est la même chose pour les photos, puisqu'évidemment on était dans les photos argentiques.
On s'aperçoit que les photos noir et blanc sont encore celles qui se sont le mieux conservées. Après, elles ont été numérisées. Il y a eu beaucoup de programmes là-dessus, des programmes régionaux, nationaux, etc. Pour les mettre sur quel support? Les supports sont-ils encore bons aujourd'hui? Là, c'est toute une série de choses à considérer dans les musées. Et finalement, l'inventaire des objets dans un écomusée, certes, c'est très important. Il y en a 35 000 aujourd'hui qui sont là, qui sont préservés. Mais il y a toute une série d'autres inventaires qui sont très importants aussi aujourd'hui et qui posent de nombreux problèmes de conservation aussi, qui sont la conservation de tout cet accompagnement technique, de tous ces films, de tous ces audiovisuels, mais aussi des recherches qui ont été faites à l'époque par tous les collègues qui prenaient des notes. Tous n'avaient pas d'ordinateur. Ici, il y a eu un réseau informatisé ici dans ce château à partir de 2016. Avant, c'était impossible de mettre en communication plusieurs bureaux et plusieurs ordinateurs avant que les travaux soient faits. Alors, on comprend, Dominique, avec vous les coulisses. On se rend compte effectivement que ce n'est pas simple de présenter au public quelque chose qui soit à la fois, qui s'inscrive dans une histoire et puis qui se renouvelle aussi, parce qu'on ne peut pas présenter toujours les mêmes choses. Mais il y a des évolutions spectaculaires aujourd'hui, Un exemple auxquelles les musées vont être confrontés. Par exemple, les NFT, c'est-à-dire les non-fungible tokens. Alors ça c'est tout récent. Donc un token, vous savez ce que c'est qu'un token? Alors, c'est un jeton. Sébastien Chevrier qui a certainement des choses à nous dire. C'est un jeton, c'est une pièce similaire à ceux utilisés dans les crypto-monnaies. Mais leurs valeurs caractéristiques sont variées. C'est pour ça que ce sont des pièces non fongibles. Les pièces fongibles, on peut les échanger par une autre pièce similaire. Par exemple, dans les musées, un animal, c'est une pièce, on peut lui mettre un numéro d'inventaire. Les poules dans le parc, on peut leur mettre un numéro d'inventaire. Les daims du parc, on peut leur mettre un numéro d'inventaire. Ils en ont un d'ailleurs. On a un cahier pour ça. Et ils sont fongibles, c'est-à-dire qu'ils sont réputés. Lorsqu'il y en a un qui crève, on en met un autre à la place, c'est le même. Donc, merci Dominique de nous ouvrir autant de portes. Donc les non fongibles, ce sont des genres de bitcoin qui ont donc des caractéristiques propres. Et ça fait son apparition dans les musées en ce moment. Et il faut savoir que dans plusieurs musées européens, à Anvers et à Saint-Pétersbourg, on est en train de vendre sous forme de tokens des parts de tableaux, des images virtuelles de tableaux les plus connus au monde, des Léonard de Vinci, des Monet, etc. Merci Dominique, vous ouvrez cette page de la prospective du futur, qui sera celle pour... La Gazette des communes de septembre a écrit un article là-dessus et s'inquiète pour justement le devenir des collections des musées de France. Alors, je n'en doute pas, Sébastien Chevrier, l'archéologue se préoccupe à un moment de la valorisation auprès d'un public, de l'accessibilité auprès d'un public, notamment jeune, c'est le cas pour l'exposition qui est présentée ici, le lycée de l'objet. Donc, comment il apporte sa contribution, lui dont le rôle, quelque part, s'arrête au rapport d'archéologiste? Oui, alors ça reprend le rôle de l'archéologue rebondit assez facilement. À l'INRAP, on a un triptyque de missions. Notre mission principale, c'est de faire des fouilles et des diagnostics archéologiques. Notre seconde mission, c'est de faire de la recherche. Et notre troisième mission, c'est de faire de la valorisation. La valorisation des savoir-faire de l'Institut et de la valorisation des découvertes que l'on réalise. Donc du coup, le travail qu'on mène ici, on a commencé comme ça avec Dominique et on poursuit avec Estelle et Dorothée. Depuis que nous avons mené la première campagne de fouilles en 2014, le lieu nous a paru, alors même si ce n'est pas évidemment un musée archéologique, le lieu nous a paru très intéressant, comme disait Manu, pour revenir un petit peu traîner, voir qui était le conservateur, etc., voir ce qu'on pouvait en faire et voir s'il y avait des collections archéologiques exposées dans le musée. On
On a croisé Dominique et puis on est rentré dans un cycle de conférences, dans un cycle de projets éducatifs, artistiques et culturels avec les classes de l'environnement de la commune pour transmettre ce savoir, cette connaissance. Ça, c'est ce que nous, on sait faire. On transmet essentiellement de l'archéologie, mais avec voilà, Dorothée, Royaux qui travaille au musée, on arrive à transmettre à la fois du savoir archéologique et à la fois du savoir muséal. Et le résultat de cette petite exposition-là, qui est modeste, hein, mais qui a été en partie faite avec l'aide des scolaires, reflète en fait le parcours de l'objet, de la fouille au musée. Et le lien qu'on entretient avec les musées, alors il est propre à chacun, mais du coup il est quand même privilégié dans l'archéologie. Alors moi je fais l'inverse de Dominique, qui était dans la modernité. On a André Leroy-Gourand, quand il a fouillé les grottes Arcis-sur-Cure par exemple, il a trouvé dans certains niveaux des objets beaucoup plus anciens que ce niveau-là. Et il en a déduit qu'en fait ces gens étaient des collectionneurs. Ils avaient une conscience d'un patrimoine commun ancestral, et ils avaient dans les niveaux des objets qui n'avaient rien à faire à cet endroit-là. On a en Égypte un prêtre qui a gravé son nom sur un oursin, donc plutôt un fossile, mais avec cette notion de patrimoine ancien, cette notion de conscience de quelque chose d'important. On a les trésors des temples antiques aussi, où en fait les objets des ancêtres sont conservés, sont pillés régulièrement, sont défendus, etc., etc. Les cabinets de curiosité. Donc en fait, la conscience collective fait que nous, archéologues, évidemment, travaillons avec les musées, nous travaillons déjà dans une optique de collection à partir du moment où nous trouvons ces objets-là. Et en fait, quand je vous ai parlé des 5 vies des objets, en fait, ils n'en ont pas exactement 5, ils en ont 6, une 6e qui a été définie par des chercheurs justement sur la muséographie. Cette vie, en fait, c'est celle qui fait que l'objet devient objet de musée, sacralisé, et qui fait qu'en fait il perd son identité d'objet tel qu'il a été conçu par l'homme, mais qu'en fait nous lui apportons la signification que nous souhaitons lui donner par rapport à son existence et ce qu'il nous apporte dans la connaissance. Peut-être aussi l'intérêt, peut-être, d'exposer, de montrer des objets inexpliqués à ce jour. Oui, exactement, inexpliqués ou non interprétés. Non interprétés, ouais, dans le cadre d'expositions et de travaux un petit peu spécifiques, mais j'aimerais aussi revenir sur une chose parce que du coup, il y a pas mal de polémiques dans notre discipline, puisque en fait, l'archéologie se spécialise de plus en plus avec des sciences, donc elle convoque souvent des sciences humaines et des sciences exactes. Donc du coup, c'est un domaine qui devient de plus en plus précis. Et du coup, on demande aussi, certains collègues demandent au musée d'archéologie, d'être très rigoureux sur la conservation du contexte de l'objet. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait, parce que je pense que le contexte de l'objet, il ne doit exister qu'un temps, c'est le temps de la fouille. Et qu'avant la fouille, par exemple, on pourra parler de Pierre de Bresse, mais le patrimoine bressan avait été mis en lumière par Alain Daubigné, un chercheur de Besançon, qui faisait des prospections au sol, qui allait prospecter dans les champs labourés, donc qui ramassait des objets que les tracteurs remontaient du sous-sol, et il savait qu'en fait il y avait des sites, il ne pouvait pas les caractériser, mais il voyait un nombre d'objets de telle période, et il a fait des cartes. C'est pour ça que la carrière C2V qui s'est étendue, à un moment donné, on les a arrêtés on a stoppé leurs travaux, mais ils devaient faire une surveillance archéologique grâce à Alain Daubigné qui avait montré un patrimoine sous-jacent, et à partir du moment où on avait fait la première fenêtre de 5 hectares, on a sorti des choses fabuleuses. Donc là, en fait, les objets n'étaient pas contextualisés, ni contextualisables par Alain Daubigné, mais ils avaient une importance capitale. Et de la même manière, à la fin d'une fouille, je pense qu'il faut laisser aux conservateurs la possibilité de décrire les objets, de leur donner une signification, sans forcément revenir au contexte. Le contexte, on l'a puisqu'on a un inventaire. Si le conservateur veut remettre les objets dans un contexte, il peut le faire. Je pense qu'il faut aussi laisser les objets en main libre au conservateur, de manière à ce qu'un lieu de musée, c'est un savoir-faire particulier, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu de savoir, et ces objets, on peut aussi les laisser comme ça, et ils peuvent être utilisés en mélange d'autres collections, etc., sans forcément tout le temps revenir au contexte, qui est par ailleurs connu, si on veut vraiment l'utiliser. Merci pour ces explications, c'est intéressant. On arrive au terme du temps qui avait été un peu imparti. Moi, je voudrais ouvrir, Dominique l'a fait par avance, un peu une fenêtre sur au-delà, plus tard, vers vous, Emmanuel Laborier. La question de l'accumulation, c'est énorme. Vous allez arriver devant un problème là de surquantité. Comment ça se gère, une question comme ça?
Alors au quotidien, ça gère que je pense que je vais m'inscrire aux Jeux Olympiques du Tetris, mais grandeur nature en 3D. Non, l'idée... alors nous, on n'est pas sœurs. C'est joli, hein, c'est facile. C'est-à-dire qu'on découvre, on identifie, on quantifie. Voilà, on compte, on pèse, on classe, on met des étiquettes, des numéros, on range tout ça bien. Les collègues travaillent, interprètent, rendent leur rapport, et puis après, on toque à la porte des services de l'État, on dit comme vous nous l'avez demandé, on a suivi votre protocole, tout est prêt, on vous transmet. Parce que ce qu'il y a de sûr, c'est que l'archéologue, sa seule propriété, elle est dans sa tête, et qu'en aucun cas, dans le cadre du préventif et de l'archéologie professionnelle, ces objets sont à nous. D'ailleurs, on se bat pour qu'ils soient à tout le monde, alors justement montrer, réutilisables par d'autres chercheurs, par différents musées, etc. Mais effectivement, les réserves, donc les centres de conservation et d'études, hein, c'est le nom très officiel des dépôts du ministère de la Culture. Alors pour la Bourgogne, il est dans les bâtiments de Bibracte, hein, dans les annexes du Centre de recherche archéologique européen à Gluanglène. Je ne vous dis pas quand j'envoie un transporteur à Gluanglène, c'est pas dans le GPS, mais je vous dis que vous n'allez pas vous tromper. Mais ça se remplit. Et donc c'est une vraie problématique, est-ce qu'on garde le tout? Alors on les rassure déjà parce que voilà, l'archéologue est très précis, mais les conditions de l'archéologie préventive font qu'on va plus ou moins vite suivant les couches, suivant les structures. On sait que oui, quand on travaille avec des engins mécaniques, quand il pleut, quand il y a peut-être des petits bouts de tesson quand même qui passent à la trappe. Après, on va retrier au moment de l'étude, et puis il y a des choses qui sont vraiment à l'état de miettes qu'on va peut-être pas conserver. Mais après, voilà, on a tous ces morceaux, on a la chance de temps en temps d'avoir des objets complets, identifiables, ou reconstitués, remontés, on recolle, on fait recoller par des conservateurs-restaurateurs, là aussi. Et qu'est-ce qu'on va garder? Voilà, on pourrait se dire, une fois j'ai des collègues qui disent, bon, de toute façon, moi c'est bon, mon rapport est rendu, c'est dessiné, c'est photographié, c'est même publié, là c'est l'étape au-dessus. On a fait un vrai livre, hein, pas juste un rapport administratif ou consultable dans 3 services. Donc finalement, c'est accessible à tout le monde. Est-ce qu'on le garde? Et puis, l'autre qui va me dire, oui, les petits bouts, alors on sait à peine ce que c'est de la céramique, on n'arrive même pas à reconstituer la forme, est-ce qu'on va le garder, quoi? Je dis donc on va acheter ce qu'on n'a pas compris et ce qui est complet. Donc on jette tout. Bon, de toute façon, on ne le fera pas nous, on n'a pas ce pouvoir ni cette responsabilité. Voilà, tout le monde s'arrête et réalise qu'il ne restera plus rien. Et il faut 2 choses pour l'avenir de nos disciplines, nous au sens musée, archéologue, etc. C'est ces fameux petits morceaux qu'on pourra torturer. Parce qu'effectivement, quand l'objet complet est sacralisé, qui est mis dans une vitrine spéciale, par balle, par tout ce qu'on veut, paratonnerre, et puis surtout qu'il faut qu'il soit visible tout le temps parce qu'il fait partie du parcours permanent du musée, et que non, on ne va pas le sortir pour le retourner parce qu'un archéologue qui a envie de gratter dessous pour revérifier comment il a été fabriqué. Il faut pouvoir avoir accès à d'autres fragments d'un récipient proche ou d'un objet proche qu'on va renvoyer en laboratoire. Alors maintenant, on est au micron, hein, on passe ça, spectrométrie de masse, voilà, faut des sous, je ne le cache pas. On va faire aussi une petite appel à l'eau. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Donc voilà, il faut pouvoir réintervenir physiquement sur les objets, les remanipuler. Si on veut de temps en temps donner la chance, effectivement, à des scolaires de toucher un vrai tesson de céramique de l'âge du bronze, évidemment, on ne va pas prendre la seule force complète trouvée sur la fouille. Nous, on fait attention, et voilà. Donc, c'est une vraie question de société. Jusqu'où on archive ces restes du passé. Est-ce qu'on a le droit de détruire des squelettes humains, quelle que soit leur chronologie? Ça fait vite des caisses. Voilà. Et là, c'est nos sociétés qui choisissent dans la façon dont on veut construire notre mémoire de garder. Et oui, ça coûte cher de construire des dépôts, des réserves de musées, puis il y a des objets sensibles, puis des objets moins sensibles. Mais si on veut donner la chance à nos successeurs de retravailler sur nos découvertes, parce qu'en même temps, un site archéologique, il est unique. Il est unique dans son contexte, puis il est unique des fois dans un objet mieux conservé là que sur tous les autres sites de la même époque. L'échelle de Pierre de Bresse, de Sébastien, et de ses collègues, pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Il a été en Suisse chercher une comparaison, et voilà, donc si on s'en prive, depuis on a trouvé d'autres fragments là, qui vont être à l'étude dans la dernière fouille, mais c'est plus petit, c'est moins bien,
Et puis, quand les collègues me disent, parce que pareil, il y a toutes des histoires de financement, stabiliser des objets métalliques, c'est des traitements chimiques, ça coûte, mais on ne va pas stabiliser tous les objets en métal d'une fois. Et les collègues me disent, bah, qu'est-ce qu'on choisit? Là aussi, est-ce qu'on choisit l'objet inhabituel, un peu mal compris, mais qu'on veut conserver? Est-ce qu'on choisit que les objets complets, faciles à montrer? Bah, c'est un peu les deux. En gros, je leur dis, ben voilà, dans 6 mois, on me dit, tu fais une expo sur ton site, qu'est-ce que tu veux montrer? C'est quoi? C'est une ferme, bon, ben voilà, tu as des fers à chevaux. Alors, évidemment, au départ, stabiliser un fer à cheval, alors s'il est du 3e siècle ou du 14e siècle, c'est pas non plus celui qui est sûrement dans les réserves ici. 2-3 outils, et puis au bout d'un moment, ils viennent me dire, mais là, les coups de chaussures des légionnaires gallo-romains, déjà que c'est toi des coups de chaussures de légionnaires retrouvés à côté de Dijon, bah, c'est particulier, même si en Italie, ils en ont 3 tonnes peut-être, ou 300 tonnes sûrement. Bah là, voilà, ça donne pour ce site une valeur et on n'en connaît pour l'instant pas d'autres dans le périmètre régional ou même extra-régional. Et donc, si on veut avoir la chance de pouvoir les réétudier, les montrer, et quand on prépare une exposition, on a des collègues qui travaillent en ce moment, attention, annonce, sur un projet du côté de Chalon-sur-Saône, ben peut-être qu'on va montrer des objets de Nevers. Parce que sur la période chronologique qu'ils ont choisie, il se trouve que sur une fouille à Nevers de cette même période, il y a des objets bien conservés qu'on n'a pas nécessairement dans les opérations archéologiques de Chalon-sur-Saône. Et c'est là où je rejoins Sébastien en disant, alors avec toute l'angoisse que j'ai de l'étiquetage, de la traçabilité, on a le droit de mélanger, on a le droit de juxtaposer des objets qui viennent de plusieurs endroits pour montrer qu'à la même période, soit on fabrique la même chose de Nevers à Chalon-sur-Saône, soit inversement, ça va être le même outil mais de façon différente, etc. Donc il faut se laisser, nous on est pour, c'est une science humaine, on se laisse le maximum de portes ouvertes parce qu'on voit ce qu'on peut faire sur les découvertes anciennes et les regrets qu'on a de choses qui n'ont pas été conservées, des tas de raisons justifiées à l'époque, et donc de permettre à nos successeurs de garder le maximum de données possibles. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais nous aussi, alors nous, c'est réglementé, on archive notre documentation. C'est-à-dire que je leur fais aussi numéroter tous les relevés de terrain, toutes les photos numériques, et on rend tout ça à l'État. Alors personne n'est dupe sur la durée de vie d'une photo numérique, et puis des diapos qu'on a rendus il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Mais il y a une liste quand même de cette documentation pour pouvoir s'y replonger et comprendre la mécanique de réflexion de l'équipe archéologique au moment de sa découverte. C'est l'idée. Je crois qu'à l'appui de ce que vous venez de dire, Emmanuel, il y a un document de Sébastien Chevalier qui peut apporter. Je peux illustrer les propos d'Emmanuel. J'avais sélectionné ça pour vous montrer des objets qui m'ont marqué un petit peu particuliers. Il faut bien comprendre, donc vous avez bien compris que la somme de la quantité d'objets est considérable, hein, ce qu'on sort chaque année à l'INRAP et puis en archéologie préventive, mais ce patrimoine n'est pas renouvelable. À partir du moment où on décide de ne pas l'accumuler et de séparer d'une partie de ces objets, on fait un choix qui peut être catastrophique. On peut perdre de l'information parce qu'on ne sait pas lire cet objet, on ne sait pas le comprendre, ou parce qu'on n'a pas encore les méthodes pour le comprendre. Et du coup, là, je reviens sur un petit truc qu'on avait, en fait, c'est quand j'étais à la fac, Stéphane Berger, qui était un chercheur à Dijon, nous avait emmené faire une petite étude dans le musée de Mons-le-Saunier. Donc c'est pas loin d'ici. Hein. On était étudiants à l'époque et tout, et du coup on était arrivés, il y avait alors c'est un habitat de hauteur fortifié qui date du premier âge du fer, gaulois. Et en fait, cet objet, il nous avait fait étudier les collections, puis en fait il y avait plein de bouts de tessons, mais qui ressemblaient à rien. Hein. C'est des fragments de panse, donc de la masse du gobelet, du vase. C'est pas beau, ça n'a pas un beau dégraissant, c'est pas peint, c'est de la céramique celtique et c'est comme ça. Ça date de 1961, ce sont des fouilles de 1961. Nous, on est allé au musée dans les années 98-99. Cette collection aurait très bien pu être mise à la poubelle. Les conservateurs de l'époque ont décidé de la garder. Et le jour où on s'est pointé avec l'équipe d'étudiants, Stéphane Berger, etc., dans le musée, en fait, il y a 3 étudiants qui ont recollé ces objets-là. Ils ont pris 3 tessons, ils ont vu que ça recollait, ils ont mis de la colle. Stéphane Berger est passé, il a découvert une inscription, en fait, qui est l'inscription la plus ancienne celtique. C'est à partir d'un alphabet étrusque. C'est en langue lépontique, mais c'est un guerrier, c'est certainement un notable gaulois
qui, au VIe siècle, sait utiliser l'alphabet. On nous apprend que les Gaulois ne savent pas écrire, c'est faux. Il y a 3 exemples dans l'environnement, parce qu'il a repris les données sur des bases d'apprenants, choses comme ça. En fait, on sait qu'à partir du VIe siècle, les Gaulois savent écrire. On n'a encore pas, il nous manque plein de chaînons jusqu'aux premières inscriptions gallo-grecques du IIIe siècle, mais c'est une découverte fantastique, qui du coup permet aux autres archéologues de reprendre des collections, ou alors de reprendre certaines études pour augmenter la masse. On fait un bond de 4 siècles avec quelque chose qui aurait pu être jeté. Voilà. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Alors c'est un exemple de réinterroger finalement les collections et de finalement arriver à cette idée un peu contre-intuitive, me semble-t-il, que plus on avance dans le temps, mieux on peut comprendre le passé quelque part. Et ça c'est surprenant parce qu'on s'imagine qu'en s'éloignant du temps de l'action, on la comprendrait moins, mais on se rend compte qu'en multipliant finalement les supports et les façons de les croiser, on peut arriver effectivement à réinterpréter. Pour terminer, il y a même des fouilles de recherche, pas des fouilles préventives, parce que nous on doit tout enlever parce qu'il y a une menace de destruction, mais des fouilles de recherche, donc des fouilles où il n'y a pas de menace du site, mais par contre en Grèce, ils vont aller étudier un Tholos, quelque chose comme ça. Il y a même des collègues maintenant qui laissent une partie du site pour les générations futures, avec d'autres méthodes, parce qu'ils savent qu'au bout de 50 ans, on n'analysera pas la structure de la même façon. Avec peut-être même des moyens de prospection non destructifs, par exemple. Dominique, je te laisse le soin de conclure en prenant de la hauteur, même si là on a ouvert sur les années qui viennent. Tout à fait. Alors moi je voudrais conclure alors il y a 2 objets qui circulent parmi vous qui n'ont de sens que si on les rapproche pour une même utilisation. Ces objets, je les avais sur mon bureau depuis 40 ans et j'ai compris la semaine dernière à quoi ils servaient. Donc, tout n'est pas perdu. Et ça corrobore cette idée de devoir conserver des choses dont on ne sait pas ce qu'elles sont, des choses brisées, des choses qui ne ressemblent à rien, parce qu'un jour ça s'éclaire, et que par comparaison, ou parce que vous avez lu quelque chose, ou parce qu'on vous a dit quelque chose, eh bien vous avez la solution. Alors moi je voudrais vous lire 2 petits passages qui vont un peu dans le même sens aussi, d'une remarquable écrivaine japonaise, qui s'appelle Yoko Ogawa, dans un livre qui s'appelle Le Musée du silence. Yoko Ogawa, elle est très bien, parce que Ogawa, en japonais, ça veut dire rivière, justement. Vous voyez, on y est. Alors, c'est la personne qui s'exprime, c'est pas Yoko, mais c'est une vieille dame japonaise qui a embauché un jeune muséographe pour lui mettre en place un musée un peu particulier, un musée dont tous les objets ont un seul point commun, ils ont tous été volés quelques heures après la mort de leur propriétaire. Donc c'est un peu spécial comme contexte, mais c'est très intéressant. Alors voilà 2 citations. La première, c'est... je pourrais commencer, peu importe à la limite par laquelle on commence. Allez. Quand j'étais jeune, j'ai visité les musées du monde entier, de toutes sortes, allant du national, énorme, dont 3 jours de visite ne viennent pas à bout, au cabanon bricolé par un vieillard obstiné à seule fin de rassembler des outils agricoles. Mais je n'ai été satisfaite d'aucun. Ce ne sont que des débarras. Ils ne révèlent aucune trace de la passion qui mène à faire une offrande aux déesses de la sagesse. Ce que je vise, c'est un musée qui transcende l'existence humaine. On trouve la trace miraculeuse de la vie, même dans un déchet sans aucun intérêt de légumes pourris au fond d'une poubelle. C'est quelque chose qui enveloppe fondamentalement les richesses de ce monde. Et la 2e citation, ce que je vise, c'est un musée d'une importance dont les Blancs-Becs comme vous n'ont aucune idée, qui soit indispensable et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs dans le monde. Dès qu'on aura commencé, on ne pourra plus abandonner en cours de route. Le musée va continuer à proliférer, il va s'élargir, on ne pourra pas le limiter. On peut dire que ce n'est pas drôle pour lui d'être ainsi condamné à l'éternité. Mais renoncer aux objets sous prétexte que leur nombre ne cesse d'augmenter, c'est faire mourir ces malheureux objets une seconde fois. Si on les laisse tranquilles, ils se décomposent dans leur coin sans rien demander à personne. Mais si on va les chercher,
Ce n'est pas pour les rejeter après les avoir exposés jusqu'à l'écœurement, à la curiosité des regards et des mains. Vous ne trouvez pas que c'est cruel? Il ne faut surtout pas abandonner en cours de route. Vous avez compris? Alors, les deux objets sont-ils revenus? Oui, J'ai quand même une explication technique. très vite, avec le petit objet. Voilà. Alors voilà, deux objets, j'ai dit que je les avais depuis 40 ans à peu près. Ils ont appartenu à un dénommé François Guillemin, qui est mort en 1952, je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu sa fille. Ah. Et sa fille, qui était née à la toute fin du 19e siècle, m'avait expliqué que cet objet, vous voyez, ça, vous avez vu ce que c'était. C'est un goulot de bouteille qui a été sabré. Que cet objet servait à son père de gabarit, en fait, parce que son père fabriquait des benons. Le benon, vous savez, c'est la corbeille qui soit est en osier, soit en paille. En l'occurrence, elle était en paille. Et pour que le cordon de paille soit toujours du même gabarit, il le passait dans ce goulot de bouteille. L'énigme, c'était ce silex qui allait avec et que j'ai gardé parce que je me disais, c'est rangé ensemble, ça doit avoir quand même une signification. Et comme je suis très naïf, je n'ai pas compris avant l'autre jour où je ne sais plus par quel hasard je l'ai pris, puis j'ai essayé de couper quelque chose avec. Et effectivement, ça coupe très bien à la fois la paille et ça permet de lever la peau sur les coudriers, quoi, les branches de noisetier, la peau dont on se servait pour lier la paille. Donc ce sont deux objets qui... un rebut et un objet archéologique inexpliqué, on ne saura jamais d'où il sort, il l'a trouvé en labourant, comme beaucoup, mais qui ont servi à quelque chose de tout à fait intéressant, unique. Et c'est pour ça que je pense que des objets de ce genre, j'ai connu Albert Demare à la fin de sa vie, qui a créé le musée de Champly, qui est un merveilleux musée, et j'ai connu son fils, l'abbé Jean-Philippe Demare, qui est mort l'année dernière, et sa maman, c'était vraiment la trilogie. Et Albert Demare disait que tous ces objets et tout, eh bien, ils devaient rentrer dans les musées, et il appelait ça la maison du souvenir du peuple. Voilà. Une toute dernière question, si vous voulez bien pour conclure, je la pose de la même façon que je l'avais posée à Dominique tout au départ. Quel est votre objet préféré? Je la pose à Sébastien Chevrier pour conclure, si vous voulez bien. Alors, je suis beaucoup moins poétique que Dominique, malheureusement, mais je ne vais pas... je savais qu'il y avait cette question, je ne vais pas parler d'un objet que moi j'ai découvert, mais par contre, je vais vous parler d'une notion qui me semble importante dans mon métier. J'ai la chance de réaliser un métier formidable et j'ai encore parfois, et heureusement, souvent le vertige en fait. Le vertige face à tout ce qu'on accumule comme connaissance, mais face à tout ce qu'on ne sait pas encore. Et j'ai quelques idées comme ça qui sont à mes yeux encore vertigineuses, même en tant que spécialiste de certaines périodes. Je pense par exemple à la grotte Chauvet, qui a été découvert pas très récemment, mais c'est une des plus récentes, qui a des œuvres fantastiques, qui est la grotte la plus datée aujourd'hui par plein de méthodes différentes, et qui précède la grotte de Lascaux de 18 000 ans, et qui a des représentations et un style artistique formidable. On ne sait pas ce qu'il y a avant, mais forcément avant, il existe quelque chose. Et moi, c'est ce vertige-là, en fait. Il y a autant de temps entre nous, aujourd'hui, et la grotte de Lascaux, qu'entre la grotte de Lascaux et la grotte de Chauvet. C'est quelque chose de formidable, ça me donne de vertige, et j'essaye parfois d'imaginer ce qu'il peut encore y avoir à découvrir, des prototypes de grottes, des essais artistiques par Yeddo. J'y arrive pas, en fait, j'y arrive pas. Et il y a aussi des objets comme ça où on peut aller assez loin
et qui donne aussi le vertige si j'arrive à le sélectionner. Vous allez nous parler de Bruniquel? Non, je vais vous parler d'un autre objet évidemment qui se rapproche plus des périodes que je connais, mais c'est l'agate au combat de Pylos. C'est un objet en fait qui a été découvert dans une tombe des années 1450 avant Jésus-Christ en Grèce continentale. C'est un objet qui mesure 3,5 cm de large. Et je vous laisse regarder le détail, je vous laisse surtout voir dans quel état il a été retrouvé par les archéologues. Il faut faire attention à tout, hein, quand on fait une fouille, il faut tout tamiser, il faut tout prendre, faut prendre chaque objet. Et en fait, donc c'est un objet mycénien, donc 1450 avant Jésus-Christ, il a 3500 ans. La facture de la gravure sur le camé et la taille, on ne sait pas comment ça a pu être fabriqué. Il y a forcément de l'optique. De l'optique, on n'en trouve pas pour cette période-là, on n'en trouve pas avant la période classique. Le style est classique. Les hellénistes disent bah, c'est notre période, sauf que non, le contexte, pour revenir au contexte, il est béton, c'est 1450, c'est une tombe de guerrier, on a tous les objets avec lui. Et il y a un des chercheurs qui a étudié la tombe qui disait que des objets comme ça, il va falloir attendre 1000 ans pour en redécouvrir un autre. Donc voilà, on n'est pas sur la valeur des objets, mais il y a quand même des choses qui donnent vraiment le vertige, 3,6 cm. Merci, c'est un vertige qui nous saisit. Merci, puis ça donnera l'objet. C'est un sujet pour une autre conférence pour voir. Je vous remercie, franchement. Pour ma part, j'ai passé une bonne soirée.